Comment l'Ukraine s'est battue pour exporter les céréales lors de la fermeture de la mer Noire? Quel calvaire vivent les familles séparées par l'occupation russe dans la région de Zaporizhia? Comment l'Ukraine prépare-t-elle son retour en Crimée après la libération? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Olivier Truc, journaliste et écrivain, auteur de reportages en Ukraine pour Le Monde et réalisateur d'un documentaire sur la Crimée pour Arte. Bonjour Olivier, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme journaliste qui écrit pour Le Monde entre autres et qui se déplace régulièrement en Ukraine. Tu as découvert l'Ukraine compris plutôt après cette grande invasion russe intervenue en février 2022. Et donc je voudrais que tu reviennes dans le passé, que tu nous racontes en fait à nos auditeurs comment est-ce que tu as découvert l'Ukraine lors de ton premier voyage. Bonjour à tout le monde d'abord et merci de m'inviter. Oui, la première fois que je suis venu en Ukraine, c'était en juillet 2022, donc déjà quelques mois après le début de l'invasion de février 2022. Et c'était la première fois que je me rendais en Ukraine. Je m'étais jamais rendu dans ce pays précédemment. Euh, et j'ai en fait je venais, comme tu l'as rappelé, je venais faire un reportage, des reportages pour le journal français Le Monde. Et j'étais venu avec un photographe depuis Paris et on avait travaillé avec des fixeurs en Ukraine. Et le premier gros sujet sur lequel j'ai travaillé à l'époque, donc il faut se remettre dans l'époque, il y avait à l'époque le blocus de la mer Noire encore, qui était très très serré, et donc avec l'impossibilité pour les producteurs de céréales ukrainiens d'exporter leurs céréales par ces énormes bateaux des ports d'Odessa ou autres. Et donc c'était l'époque où les producteurs de céréales cherchaient désespérément des nouvelles voies pour exporter leurs céréales. Et c'était ma mission en fait pour le journal d'essayer de raconter ça, comment les Ukrainiens essayaient au milieu de ce chaos de trouver des alternatives au port de la mer Noire. Et donc j'avais suivi comme ça la route des camions, puisque c'était la solution qui avait été trouvée, parce que c'était problématique avec les trains qui étaient bloqués un petit peu souvent sur les frontières de l'Union européenne, que ce soit la Pologne ou la Moldavie ou les autres frontières avec l'Ukraine de l'Ouest. Et j'étais parti vers la Bessarabie, après Odessa, vers les petits ports de Ismaïl et Reni. Et j'avais suivi donc ces dizaines de milliers de camions qui se dirigeaient, qui convergeaient comme ça par cette unique route corridor qui traverse un petit bout de Moldavie et qui descendait ensuite jusqu'au Danube. Et ça avait été donc mon premier rendez-vous, je dirais, avec l'Ukraine. Et j'avais rencontré là-bas, parce que j'étais sur la piste des traders ukrainiens, essayer de comprendre comment ils organisaient ce chaos d'exportation de céréales. Et je m'étais dirigé comme ça jusqu'à l'hôtel Bessarabia à Ismaïl, où beaucoup de traders étaient habiter, essayer d'organiser cette logistique. J'avais rencontré notamment là-bas à l'époque
Oleksiy Vadadursky, que j'avais longuement interviewé, 15 jours donc seulement avant qu'il soit tué par un missile à Mykolaïv. C'était le 31 juillet 2022. Et j'avais été apparemment le dernier journaliste à le rencontrer. Et donc ça avait été mon premier rendez-vous avec l'Ukraine. Et c'est vrai que j'avais fait d'autres reportages à ce moment-là. J'avais fait un reportage sur un hôpital à Ouman aussi. J'avais fait un reportage avec un écrivain de romans policiers ukrainiens aussi, etc. Mais c'était vraiment sur les céréales qui avait été mon premier grand rendez-vous avec l'Ukraine. Et quand on sait l'importance des céréales pour l'Ukraine, qui est un des principaux exportateurs de céréales au monde, c'était tout à fait passionnant. Et c'est un sujet d'ailleurs que je continue à essayer de suivre 1 an et demi plus tard, que je continue à suivre. Oui, tout à fait, parce que le sujet, change aussi parce que l'Ukraine a quand même réussi à débloquer, rien qu'un partie, en fait, le couloir, maritime. Et qu'il y a de plus en bateaux qui partent par la voie maritime. Et c'est vrai que, voilà, cette question est très vitale pour l'Ukraine. Et donc tout blocus, on discutait pendant des mois, de ce blocus, de frontières, pas dans l'endroit que tu décris, Bessarabie et Moldavie, mais côté, polonais, donc qui a constitué tout un sujet très douloureux, pour, les Ukrainiens parce qu'étant coupés de nos ports maritimes, on avait besoin d'exporter plus, or que, les blocus étaient très sévères. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les actualités, je viens de lire qu'il y a un point de passage avec la Pologne qui est de nouveau bloqué. C'est-à-dire c'est-à-dire que ça change. Donc, dans ton voyage dans le sud, donc, précisons pour nos auditeurs que, voilà, donc on parle du sud, en fait, de cette côte, en fait, qui est interdite aux Ukrainiens. Donc il y a aussi, donc tu as vu, quelque peu aussi les suites de cet écocide, comme on l'appelle ici en Ukraine, qui était l'explosion du barrage de Kakhovka, en fait, qui a inondé énormément, la région de, Kherson, mais qui avait, asséché, en fait, la région, plus haut, en fait, à partir de Zaporijia, parce que ça a changé, en fait, comment est-ce que quelles étaient tes impressions? Parce que tu as vu aussi de tes propres yeux comment c'était. Mais moi, en fait, j'ai été après donc à ce premier voyage. C'était, le barrage n'avait pas sauté encore. Après, quand je suis retourné la deuxième fois, c'était en août et septembre 2022. Je me rappelle plus quand le barrage a sauté maintenant, mais il a sauté plus tard. C'était juin 2023. C'est ça, voilà. Donc, à mon deuxième voyage pour le monde, j'étais dans la région j'ai passé pas mal de temps dans la région de Zaporizhia notamment. Mais il y avait d'autres problèmes, je dirais, à l'époque. C'était la centrale nucléaire, dont on parlait beaucoup, qui est à une 30-40 km de la ville de Zaporizhia, de l'autre côté du Dniepr, en face de Nikopol. Et, et, le, et c'était ça qui était la grande source d'inquiétude avec est-ce qu'il y allait avoir des fuites radioactives, est-ce qu'il y aurait il y avait des bombardements à l'époque autour de la centrale, beaucoup, il y avait cette délégation de l'Agence internationale de l'énergie qui essayait de se rendre sur place. Et donc Zaporizhia, c'était vraiment un centre de l'attention à l'époque. Et quand je suis retourné après donc quand je suis retourné en juin d'ailleurs, en juin 2023, puisque j'étais revenu au départ notamment pour assister au festival du livre de Arsenal à Kiev. Euh, et j'étais reparti après dans la région de Zaporizhia. Et c'est vrai que donc moi, j'avais pas eu accès en fait à toute cette. J'étais allé sur la région de Mykolaïv, etc., pour enquêter sur un sujet, d'ailleurs toujours sur l'histoire des céréales. Mais j'ai pas touché vraiment du doigt cette histoire d'écocide. Mais je pense, on en parlait, c'est intéressant que tu en parles. D'ailleurs, tu poses la question parce que j'en parlais avec un ami photographe avec qui j'ai travaillé d'ailleurs dans la région de Zaporizhia et on se faisait la réflexion que dans les médias français notamment, on parlait extrêmement peu de ces problèmes d'écocide et ces problèmes de lutte, de problèmes environnementaux, alors que c'est un problème tout aussi important pour les Ukrainiens, pour leur futur. Oui, tout à fait, c'était un problème
vraiment magistral pour toute une région. Nous avons pu voir, lors de nos voyages de nos propres yeux, à quoi ressemble aujourd'hui, par exemple, le lac de Kakhovka. À l'époque, c'était une espèce de grand lac à cause de ce barrage-là et comment, tout cet endroit-ci est en train de se transformer en véritable désert. En fait, ça entraîne des problèmes de l'eau, d'irrigation, aussi pour les terres agricoles, mais tout aussi bien pour l'eau courante dans plusieurs villes. En fait, dans les villes telles que, par exemple, Nicopole, il y avait pas de l'eau courante pendant parce que l'eau provenait en fait de ce lac et il y avait pas d'eau courante pendant 2 ou 3 mois. Donc on peut imaginer une vie dans une ville de plusieurs dizaines, de milliers d'habitants qui est absolument privée d'eau et donc qui dépend de cette eau potable qui était apportée à l'intérieur de la ville avec des bouteilles. Donc tout ceci et en plus c'était un été et donc voilà, tout ceci est en train de se régler. On sait qu'à Nicopole était relié en fait, à une source d'eau mais en fait, après à Kherson, bien sûr, c'est l'autre bout de ce même problème, c'est que plusieurs quartiers, de Kherson, tels que, par exemple, Korabel, ont été inondés. Après la région de Kherson, celle qu'on n'a pas vue, d'ailleurs la rive, gauche de Kherson, on n'a pas vu encore parce que c'est encore occupé, mais Olej qui est plus loin, les villages entiers ont été inondés et d'ailleurs, on n'a pas accès non plus au nombre de victimes humaine. C'est-à-dire que on peut pas vérifier, mais on peut présumer que les gens on a vu quand même des photos des gens qui grimpaient jusqu'à leur toit, le toit de leur maison pour se sauver. Il y avait des animaux qui ont été morts, bah, des vaches, des chiens, voilà et sans doute aussi des humains et donc tout ceci considère un crime qui sera bon, on espère qu'il sera traité, plus tard. Tu racontais, je me rappelle une histoire, que tu avais étudiée avec beaucoup de patience et avec beaucoup d'intérêt aussi, une histoire d'une famille, séparée, c'est-à-dire il y avait un adolescent qui était Exactement. séparé de sa famille. Est-ce que tu peux nous raconter Oui, pour nos auditeurs et cette ça et histoire? ça c'était au cours de mon deuxième séjour, en Ukraine, donc c'était, août-septembre, 2022. J'étais à nouveau en reportage pour Le Monde et là, la mission principale qu'on m'avait confiée, en tout cas, c'était de raconter un petit peu la ligne de démarcation. Puisqu'à cette époque-là, il y avait l'unique point de passage entre la zone occupée et la zone libre, si on les appelle comme ça, c'était Vassilivka, c'était au sud de Zaporizhia, où il y avait donc des convois d'Ukrainiens qui venaient de n'importe où en Ukraine, qui voulaient passer en zone occupée pour différentes raisons, soit pour apporter des médicaments à une vieille grand-mère ou des choses comme ça, ou aller essayer de voir quelqu'un, ou apporter de l'aide humanitaire. Et puis de l'autre côté, ça passait dans l'autre sens aussi, les gens qui venaient de Kherson, qui étaient pas encore occupés à l'époque, ou qui venaient des zones occupées ou de Crimée, de n'importe où, qui voulaient passer en zone libre, devaient passer par ce point cet unique point de passage, donc qui était donc à quelques kilomètres au sud de Zaporizhia, Vassilivka. Et, et pour essayer de raconter cette vie autour de la ligne de démarcation et comment ça se passait, je voulais raconter ça à travers une histoire personnelle et j'avais fini par trouver, à force de demander à droite, à gauche, à différents contacts ukrainiens, l'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Anna, qui habitait Zaporizhia et qui voulait essayer d'aller chercher son neveu, c'est-à-dire le fils de son frère, qui lui ne pouvait pas se rendre en zone occupée parce qu'en tant qu'homme et qui avait été à l'armée, il risquait de se faire arrêter par les Russes. Et donc, elle voulait aller chercher son neveu qui était dans un petit village en zone occupée du côté de Kherson, au nord-est de Kherson, le long du Dniepr. Euh, et à l'époque, et donc j'ai suivi beaucoup son histoire. Elle m'a raconté ça et elle était un peu désespérée puisqu'il y avait eu, si vous vous rappelez à cette époque-là, je me rappelle en tout cas moi qui avait eu une histoire il fallait s'inscrire à une queue à Zaporizhia pour être dans un convoi pour pouvoir passer en zone occupée. Il y avait eu une histoire de corruption, donc ça avait été retardé. Et finalement, quand elle avait eu l'autorisation pour passer, euh, euh, le problème qui se posait, c'était comment passer
de la zone, de la partie gauche du Dniepr jusqu'à Kherson, sachant que les ponts étaient bombardés, puisque c'était l'époque où c'était l'été 2022 et les Ukrainiens préparaient la contre-offensive sur l'oblast de Kherson. Et donc les ponts étaient régulièrement bombardés pour empêcher les Russes d'amener des renforts ou des munitions ou des armes sur la berge de Kherson occupée. Et donc elle était un peu désespérée à chaque fois qu'elle tentait ça s'ouvrait, les bombardements ou d'autres problèmes se posaient. Elle avait même envisagé à un moment d'utiliser les services d'un chauffeur de taxi un peu spécial qui passait la ligne illégalement à travers les champs, etc. Et elle avait finalement renoncé parce que c'était vraiment trop, trop dangereux. J'avais rencontré aussi ce chauffeur de taxi à Dnipro qui m'avait raconté ses missions. Et donc, j'avais suivi vraiment cette histoire de très près. C'était très touchant parce que c'était une jeune femme qui avait à peine une trentaine d'années, mais qui avait une détermination qui était extrêmement impressionnante, et qui avait vraiment. Moi, j'avais beaucoup admiré le courage de cette jeune femme. Et finalement, elle a pas pu profiter de ce convoi. Et elle a pu attendre la chance qu'elle a eue en quelque sorte, c'est que ensuite, à cette époque-là, en 2022, la contre-offensive ukrainienne a été victorieuse. Ils ont libéré jusqu'à Kherson, qui a été libéré le 11 novembre, mais le village où était son neveu avait été libéré dès le mois d'octobre. Et donc, elle était arrivée le lendemain, seulement le lendemain de la libération du village, donc juste après les troupes ukrainiennes. Il avait pu récupérer donc son neveu Constantin et le ramener à Zaporizhia. Oui, donc et c'était le gamin de 13 ans, 14 Il ans? avait, il avait 14 ans, 14-15 ans à l'époque, donc je pense qu'il a 16 ans maintenant. Je suis retourné en Ukraine l'été 2023. J'ai essayé de le rencontrer, mais l'affaire était plus compliquée que ce que je ne pensais, et même pour cette jeune femme Anna, en fait, il y a eu alors je donne pas de nom de famille évidemment, hein, mais disons qu'il y avait eu on ne sait pas exactement ce que ce jeune adolescent a subi dans ce village pendant la période de l'occupation russe, mais de ce qu'Anna m'avait raconté quand je l'ai revu cet été, c'était que son neveu était devenu silencieux. Et en fait, quand je suis retourné, si tu te rappelles, Tatiana, quand on est allé à Kharkiv en novembre 2023, et j'y suis retourné en fait tout seul plus tard pour rencontrer des psychologues de Médecins sans frontières qui ont travaillé beaucoup dans la région de Izium après la libération d'Izium à la même époque, à l'automne 2022. Et justement, ces psychologues de Médecins sans frontières, donc c'était des psychologues ukrainiens pour la plupart, me racontaient qu'ils avaient été confrontés à beaucoup de cas justement d'adolescents qui, après avoir vécu en zone occupée, plusieurs comme ça, se retrouvaient dans des situations où ils étaient silencieux, certains recommençaient à faire pipi au lit alors qu'ils avaient 15, 16, 17 ans. Et donc ça, c'est un vrai trauma de cette occupation aussi certains adolescents, en tout cas, qui ont beaucoup de mal à remonter la pente. Et c'est aussi pour cette raison que je continue à essayer de suivre cette histoire aujourd'hui. Mmh. C'est une histoire absolument, tragique, oui, et rappelons aussi à nos auditeurs que dans les territoires, occupés, notamment dans la région de Kherson, il y avait, beaucoup d'enfants, qui ont été déportés, c'est-à-dire il y avait plusieurs méthodes, de le faire, plusieurs scénarios, mais le scénario le plus répandu était très facile. En fait, c'était le scénario où, les familles, ont été invitées à envoyer, leurs enfants dans des espèces de camps, de récréation, dans les colonies de vacances, comme on appelle ça, en Crimée, par exemple, et donc ça se faisait dans le contexte où les Ukrainiens approchaient la ville, donc il y avait plus de bombardements. Alors les familles, voilà, donnaient leurs enfants pour qu'ils profitent un peu de la sécurité, un peu loin, plus loin d'une ville bombardée.
et ensuite qui se sont retrouvés dans les situations où les enfants ne revenaient pas. D'abord, ça faisait une semaine, 2 semaines, mais finalement, voilà, ça arrivait que, voilà, les enfants revenaient pas et après, plusieurs cas, les itinéraires sont très différents, mais plusieurs enfants ont été ensuite emmenés encore plus loin, ont en perdre la trace. Il y a, quelques centaines, si je ne me trompe pas, le chiffre actuel et se lève jusqu'à 500 enfants qui ont été retournés après cette déportation-là, mais le nombre estimé, c'est-à-dire le nombre confirmé du côté ukrainien des enfants disparus, volés de cette sorte, il se lève déjà à 20 000. Or qu'on sait que, le nombre peut être beaucoup plus, élevé parce que justement, il y a tout ce travail, de recherche, identification derrière et les familles, nous avons les rencontrées d'ailleurs à Kherson, les familles qui ont perdu leurs enfants de cette manière, ils ont en fait très peur d'en parler publiquement aux autorités ukrainiennes parce que ils ont peur d'être persécutés parce que c'est comme s'ils avaient fait confiance à l'occupant en envoyant leurs propres enfants. Ensuite, voilà, il y a tout ce complexe psychologique qui est là derrière et donc ça, voilà, ça, c'est une histoire qu'on on espère qu'on découvrira des plans de chapitres qui sont très douloureux. Et donc, j'espère que tu pourras suivre cette histoire, pour nous raconter la suite. Je continue et c'est vrai que Ouais. pour rebondir sur ce que tu dis par rapport aux enfants, je me rappelle qu'en septembre 2022, quand j'étais donc, Zaporizhia, à Zaporizhia où j'avais passé pas mal de temps dans la région, dans les alentours de Zaporizhia, on m'avait demandé, j'avais fait pour Le Monde aussi un article sur la rentrée scolaire en Ukraine, c'est le 1er septembre et et quand j'étais à Zaporizhia, je rencontrais, en même temps beaucoup de gens qui venaient à l'époque, on parlait d'un référendum qui serait organisé à Kherson, dans la région, dans l'oblast de Kherson et et je passais souvent, tous les jours quasiment, à l'épicenter de Zaporizhia, qui était cette espèce de grand parking d'un immense, centre commercial où tous les déplacés qui arrivaient de zones occupées étaient dirigés pour être enregistrés, etc. Et donc, je passais beaucoup d'heures chaque jour là-bas pour interroger les déplacés qui arrivaient de la région de la zone occupée, notamment de Kherson. Et beaucoup racontaient que quand je préparais ce reportage sur la rentrée scolaire, notamment, il racontait qu'une des raisons pour lesquelles il fuyait, c'était que les Russes, à Kherson, enfin dans l'oblast, heu, voulaient que les enfants aillent à l'école, russe, et non plus à l'école ukrainienne. Il disait: «Si vous acceptez pas, vous aurez une amende. Si vous acceptez toujours pas, vous aurez une amende plus élevée et au troisième refus, on enlèvera votre enfant». Et c'était vraiment cette menace qui faisait que beaucoup de gens de la région de Kherson venaient en zone libre pour que leur enfant, à la fois, ne soit pas dans l'école russe et surtout qu'on leur enlève pas leur enfant. Et j'imagine qu'il y en a sûrement qui ont subi ce destin-là. Mais ça, j'ai pas de souci. Oui, 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 nous avons vu, les mêmes problèmes, les mêmes histoires, dans la région de Kharkiv aussi. Je me rappelle à Kupiansk qui était occupé, pendant et qui était libéré ensuite, lors de cette opération, brillante de l'automne 2022. Justement, il y avait, voilà, il y avait, heu, les gens qui nous disaient aussi que les Russes menaçaient exactement comme tu dis, le même scénario. Donc d'abord une amende, ensuite, autre chose et ensuite, voilà, le risque d'enlever les enfants et justement, eux, ils avaient de la chance parce que la libération, de cette région-là, il a eu le temps justement, c'était en septembre et donc voilà, donc là, c'est l'heure de rentrer et donc ils ont échappé en quelque sorte au pire, durant ce moment-là. Nous avons fait, donc nous sommes déjà à Ko je parlais de Kupiansk, alors nous sommes déjà dans la région de Kharkiv. Alors parlons de Kharkiv. Nous avons fait, un voyage ensemble avec toi à Kharkiv en novembre 2023, comme tu as déjà mentionné et donc c'est une grande ville et f qu'on qualifie une ville une ville forteresse, une ville qui avait résisté malgré les bombardements russes, voilà, à l'occupation, qui a tout fait pour se défendre. Une ville qui est actuellement d'ailleurs encore rebombardée d'une manière quotidienne. C'est vraiment toutes les nuits presque, en ce moment-là où on parle. Quelles étaient tes impressions qui étaient tes découvertes de la ville de Kharkiv? Moi, c'était quand on s'y est rendu en novembre 2023, c'était la première fois que je m'y rendais.
Et donc c'était je m'étais déjà rendu dans le nord de l'Ukraine, près de la frontière russe, mais pas dans cette grande ville qui a une histoire tragique, qui a été extrêmement touchée, qui a résisté de justesse à l'invasion, puisque on avait été voir ensemble notamment les bâtiments de l'entrée de la ville où les Russes, où il y avait une bataille, où les Russes avaient été pris sous le feu des Ukrainiens et finalement repoussés. On avait visité ce quartier très exposé, dont je me rappelle plus le nom maintenant, mais tu vas m'aider, qui a été Saltivka. exactement, merci, très, très, très bombardé, très proche, c'est le quartier le plus proche de la frontière russe, qui est de mémoire à 27 kilomètres, je pense, de la frontière russe. Donc les missiles arrivent, les alertes n'ont pas le temps d'être déclenchées. Et c'était très, évidemment très, très marquant comme premier rendez-vous avec cette ville, cette ancienne capitale de l'Ukraine, avec toute cette histoire qu'on avait découvert grâce à vous et à toi et à Volodymyr sur l'histoire de ces écrivains ukrainiens qui ont été persécutés à l'époque soviétique. Donc on sent cette trace quand même d'une culture vibrionnante qu'on a essayé d'étouffer. Et ce qui est très impressionnant, je trouve aussi avec Kharkiv, c'est que, et c'est pour ça que ça en fait une des villes symboles, je pense, de la résistance. C'est une ville qui est très russophone, mais qui n'a rien et ça a été sûrement une des erreurs aussi des Russes, de penser que parce que Kharkiv était russophone, ils enverraient des fleurs aux soldats russes. Et la résistance de Kharkiv a été, d'après les témoignages qu'on a eus des gens qui nous accompagnaient, a été exemplaire. Et le fait que la ville soit, comme tu le disais à l'instant, soit bombardée actuellement, notamment régulièrement, c'est aussi je pense que ça montre la façon dont les Russes veulent punir, quoi, cette forme de résistance, et peut-être qu'ils punissent encore plus quand les Russes considèrent qu'ils ont été trahis par des gens qu'ils considéraient comme étant des leurs. Et c'est je pense que c'est une grosse partie du malentendu de ce conflit, c'est que les Russes n'ont pas compris à quel point les Ukrainiens devenaient Ukrainiens. Oui, donc c'est une ville russophone, mais voilà, justement, qui a su résister et donc on a beau dire que Kharkiv a résisté, mais quand on la visite aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit, une ville, qui est plutôt vide et donc même si les gens sont là, plusieurs, commerces donc c'était un centre, universitaire parce qu'il y avait énormément d'universités à Kharkiv, ce qui rendu impossible aujourd'hui. Il y avait le gros marché, d'ailleurs avec la Russie, voilà, qui n'est plus possible donc voilà, donc l'économie de la ville, c'est très, flou en fait. Comment est-ce que cette ville à 40 kilomètres de la Russie peut vivre? Donc il y a des questions, voilà, existentielles qui se posent, devant cette ville qui reste une ville vivante, mais qui rencontre beaucoup de problèmes pour se retrouver une nouvelle identité, parce que cette image d'une ville forteresse, elle ne peut pas durer à l'éternité. Il faudra se réinventer, mais comment le faire? Donc c'est tout un débat et qui a lieu, actuellement. Je sais Olivier que tout prochainement va sortir, reportage, sur Arte que tu avais réalisé avec, des collègues pour Arte sur, ce que vous avez appelé le rêve, du Crimée. Est-ce qu'en termes, voilà, d'annonce, tu peux nous raconter un peu plus, qu'est-ce que voilà, c'est un documentaire de 25 minutes. Qu'est-ce qu'on peut, voir, dans ce film, que vous avez fait? C'est un film qu'on a tourné il y a quelques semaines à peine. On l'a tourné au mois de janvier. Et on est parti 2 semaines avec un caméraman. Euh, et l'idée, c'était vraiment de raconter en fait le titre de ce documentaire de 24 minutes, c'est Un rêve de Crimée. Et c'est un, on raconte en fait dans ce film
la façon dont l'Ukraine, en dépit des contraintes, des problèmes, du front qui est figé, du manque de munitions, en dépit de tout ce qu'on sait des difficultés actuelles, comment l'Ukraine, malgré tout, heu, heu, prépare ce qu'on appelle la désoccupation de la Crimée. C'est-à-dire qu'à plein de niveaux, Heu il y a différentes personnes dans différents endroits, dans différentes institutions, dans différentes unités qui travaillent autour de cette idée. Et c'est vrai que c'est très surprenant comme sujet. Moi, j'en ai entendu parler déjà il y a pas mal de temps. En fait, quand j'étais venu en août et septembre, 2022 pour Le Monde à l'époque, j'avais cette grande enquête sur la ligne de démarcation, mais j'avais un autre, grand papier que j'avais fait, une grosse enquête que j'avais faite à l'époque, c'était sur les Tatars de Crimée. Donc mes premiers contacts avec, moi j'ai jamais été en Crimée, mais mes premiers contacts avec ce monde-là, ça remonte à cette enquête pour Le Monde et j'ai gardé des contacts, j'ai retrouvé des gens que j'ai revus à chacun de mes séjours en Ukraine. Je pense notamment à Tamila Tacheva, qui est la représentante du président Zelensky pour la Crimée, qui est elle-même tatar de Crimée. Et j'ai rencontré comme ça au fil du temps, j'avais rencontré évidemment Moussafa Djemilev, Monsieur Tchoubarov et d'autres représentants éminents des Tatars de Crimée, et j'ai, en rencontrant à chaque séjour Tamila Tacheva notamment, pour suivre un petit peu cette question-là aussi, savoir comment ça se passait, c'est elle qui m'a raconté qu'ils avaient mis en place ce plan qui consistait à constituer une réserve de 50 000 experts ou fonctionnaires ou de toutes sortes pour préparer justement le retour de l'autorité ukrainienne en Crimée le jour où, on ne sait pas quand, le jour où les Russes seraient jetés hors de Crimée. Et je trouvais ça assez fascinant, et j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet, et Arte a trouvé le sujet passionnant aussi, et donc ils ont décidé de me faire confiance, et donc j'ai été faire ce reportage. On a fait le tournage donc en janvier. Là, je suis rentré, on a terminé le montage il y a hier, tout simplement. On l'a terminé hier, donc c'est tout neuf. Hier, c'était jeudi. Donc, le documentaire devrait être diffusé en principe sur Arte le 17 février, donc dans quelques jours. Et dans ce documentaire, on va à la rencontre, on va bien sûr rencontrer Tamila Tacheva, qui rencontre un petit peu comment il travaille. On suit dans les locaux de la mission Crimée, une réunion qui consiste avec une trentaine d'experts, une réunion du conseil de désoccupation cognitive, c'est-à-dire comment on prépare aussi, comment les, 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 les autorités ukrainiennes préparent déjà à regagner l'esprit des gens qui sera, parce que la lutte, c'est pas pour récupérer la Crimée, c'est pas seulement un combat militaire, ce sera un combat à plein de niveaux, de regagner l'esprit des gens, de les remettre dans le monde ukrainien. Comment il y avait par exemple des gens qui nous racontent comment ils essaient de réfléchir déjà à l'apprentissage des langues, pour comment ramener les Criméens à l'usage de la langue ukrainienne. Donc c'est toutes ces questions qui sont déjà discutées aujourd'hui avec des tas d'experts. Il y a des rencontres, des meetings en permanence. Donc ça, c'est un des aspects qu'on va suivre comme ça. Et la mission Crimée a déjà mis sur pied une quinzaine de programmes à l'université aussi. Donc il y a déjà des gens qui se forment, qui se préparent avec des niveaux master de gouvernance post-conflit, qui se forment déjà à se préparer pour venir le jour où les Russes... Alors, personne ne sait quand, c'est ça qui est incroyable avec cette histoire, quelque part, qui est un peu même surréaliste, je dirais. Mais les gens se préparent déjà, il y a des gens, des étudiants qui se forment pour ça, à la fois pour revenir, être prêt le jour où ce sera possible, être prêt, opérationnel, dès le premier jour de la libération. Donc ça, c'est très impressionnant, cette façon dont on essaie de préparer de façon sérieuse,
démocratique, et cetera. Et à côté de ça, on a rencontré aussi dans ce documentaire, des soldats qui se préparent pour ça aussi, spécifiquement, qui rêvent de revenir en Crimée et qui forment des unités spéciales. Et on a rencontré des gens qui sont déjà sur le front de Zaporizhia, des Tatars de Crimée, qui combattent déjà aussi. On a écouté un petit peu leurs rêves justement et comment ils travaillent déjà aujourd'hui. C'est des unités de reconnaissance par drone qui font des drones de reconnaissance ou des drones kamikazes. Donc on est allé les filmer dans la région de Zaporizhia. On a rencontré aussi les gens du bureau du procureur de Crimée, puisque même si la Crimée est occupée depuis 10 ans, et beaucoup de procureurs, il y avait des centaines de procureurs, 700 procureurs, je pense, en Crimée et Sébastopol avant l'annexion en 2014. Beaucoup, malheureusement pour l'Ukraine, beaucoup ont décidé de continuer à travailler au service des Russes. Beaucoup sont partis aussi, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, le bureau du procureur de Crimée, ils ont 35 procureurs qui travaillent, donc on est très loin des centaines de procureurs qu'il y avait avant. Mais ils sont aussi dans une logique de recruter des procureurs pour se préparer. Et déjà aujourd'hui, on a filmé ça, ils travaillent déjà, ils continuent à rendre la justice, à essayer en tout cas de monter des dossiers d'accusation contre des gens accusés de collaboration, de trahison, etc. Les histoires de les vols de céréales qui transitent par la Crimée. Et on a rencontré comme ça, on a suivi notamment un procureur qui est le directeur adjoint du bureau du procureur de Crimée, et on a suivi son histoire. Lui-même est tatar de Crimée, d'ailleurs, c'était passionnant. On a rencontré une étudiante, une de ces étudiantes qui se forme, qui suit un master. On a rencontré aussi quelqu'un de passionnant, avec qui on a passé beaucoup de temps, qui avait été contacté par les équipes de Tamila Tacheva pour voir s'il accepterait, il serait prêt à revenir en Crimée après la libération. C'était les propriétaires des restaurants Moussafir que les habitants de Kiev connaissent bien. Ce sont ces restaurants tatars qui font une cuisine superbe, que j'aime beaucoup particulièrement en tout cas, et qui aide, comme ça se pratique beaucoup en Ukraine. Moi, c'est quelque chose qui m'impressionne d'ailleurs beaucoup, comment la société civile soutient des unités de l'armée, envoie de l'argent pour acheter des drones, des choses comme ça, et c'est ce que font les gens de Moussafir aussi. Donc, lui était peut-être un petit peu plus sceptique, je dirais, à se dire est-ce que préparer comme ça la désoccupation de la Crimée en formant des gens pour un avenir peut-être lointain, est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Est-ce que c'est pas plutôt d'aider les unités de l'armée, leur de fournir de l'armement, des équipements, et c'est ce qu'il fait. Donc c'est ce qu'il nous raconte. Donc on a balayé le sujet de façon assez large et c'était tout à fait passionnant. Oui. En fait, oui, c'est absolument passionnant cette histoire et ce rêve, de Crimée. On sait que c'est la péninsule de Crimée qui était longuement oubliée, par, la communauté internationale parce qu'elle était annexée en 2014. On a fini par presque pas plus en parler. Aujourd'hui, ça démontre, voilà, donc le reportage, le documentaire que vous avez fait, ça démontre le sérieux, en fait, de l'État ukrainien de se projeter de l'avenir et à cette éventuelle libération de la Crimée. Mais aussi en même temps, voilà, ça démontre qu'en fait, ça c'est du sérieux et il faut se préparer, même si, côté militaire, c'est compliqué. Je me rappelle, Valéry Zaloujny, commandant en chef de l'armée ukrainienne, ex-commandant en chef depuis quelque temps malheureusement, il a décrit dans son article que, la Crimée, c'est un de points de gravité de cette guerre. C'est-à-dire que voilà, c'est le centre en fait de cette guerre et donc sans cela, sans libérer la Crimée, la guerre ne sera pas terminée. Même si, bien sûr que côté militaire, tout n'est pas rose. On sait très bien que la contre-offensive de l'été 2023 qui voulait en fait, qui avait comme projet de s'approcher de la Crimée, elle n'a pas apporté des fruits qu'on espérait. Et donc, rien n'est devenu plus facile aujourd'hui, étant donné que les troupes russes continuent à se fortifier, à élargir de champs de mines et cetera et donc côté militaire, c'est très compliqué mais voilà, c'est le rêve
qui nous fait bouger. Et donc j'espère vraiment, Olivier, qu'un jour, avec la chaîne Arte, sans doute, vous allez pouvoir, tourner une autre série, sur la Crimée, mais sur la Crimée libérée. Et donc, que vous allez pouvoir voir comment est-ce que tout ce projet, qui est maintenant, voilà, qui existe d'une manière virtuelle, comment est-ce qu'il prend place, comment il prend forme, en Crimée libérée. Et tu pourras enfin, justement, visiter cette péninsule, Ça a l'air ukrainienne, magnifique. On et a quelques images de fait dans le documentaire de Crimée qu'on a pu mettre. Et c'est vrai que à principe, on a décidé de continuer à suivre ce sujet aussi, sans doute pour Arte. Donc, on va le suivre au fur et à mesure, je pense, avec notamment les personnes qu'on a rencontrées, qui étaient très touchantes dans ce documentaire, très généreuses et qui tous nous ont donné rendez-vous en Crimée d'ailleurs. voilà, donc pour ma part, pour notre part, notre part, nous les Ukrainiens, on sera heureux d'être ensemble en fait, dans cette découverte de la Crimée libérée. Merci beaucoup Olivier pour cet entretien, pour tout le travail que tu fais pour l'Ukraine, pour raconter ces histoires, que tu rencontres dans notre pays, qui est en guerre. Donc ce soutien est sans prix, il est très nécessaire. Merci beaucoup. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Olivier Truc, journaliste et écrivain, auteur de reportages en Ukraine pour Le Monde et réalisateur d'un documentaire sur la Crimée pour Arte. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.